Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je sais, ça fait longtemps que vous m'attendiez et comme j'ai pu le partager sur mes réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux du podcast Si Maman m'avait dit, il est important pour nous d'avoir des personnes qui spontanément choisissent de raconter leur histoire. Lorsqu'on se déplace, comme lors de cet épisode à Lomé avec Spotify qui nous accompagne sur cette saison, on essaie de contacter des personnes via nos réseaux en leur disant qu'on est là, qu'on est ouvert à les écouter. Mais et moi et Herman, nous nous interdisons d'imaginer des sujets et ensuite de trouver des personnes. On veut vraiment que ça reste spontané. Et je rends grâce, lui aussi d'ailleurs, d'avoir une communauté bienveillante et qui comprend aussi notre parti pris. Merci en tout cas pour toutes vos belles énergies, vos commentaires qui ne cessent de nous motiver encore et toujours à continuer à créer ces rendez-vous qui, bien que dispersés, restent toujours un moment, je crois, de joie, de bienveillance et d'éternelle, en tout cas, indulgence. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E, en tapant dans la barre de recherche Si Maman m'avait dit. Mais pas de panique, comme toujours, je partage le lien dans la présentation. Je profite aussi pour vous rappeler que notre podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple. Et quelle est la dernière chose que je voulais vous dire? Partagez ce podcast. Partagez-le. Continuez de laisser les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous partager vos belles énergies. L'occasion pour moi de remercier notre partenaire Spotify qui nous accompagne tout le long de cette saison et l'agence de communication Omincart basée à Douala, Abidjan et Cotonou aussi de nous soutenir avec le matériel de production. Alors aujourd'hui, je suis très contente. Mon invité, c'est un homme, enfin. On a souvent eu des hommes, mais rarement. Et aujourd'hui, nous sommes donc, comme je disais avant, à Lomé, au Togo. Et j'ai l'honneur d'avoir en invité une personne que l'on ne présente plus, qui s'appelle Julio Teko, qui est un grand acteur. Bref, il n'est pas là pour ça. Bonsoir Julio, bonjour Julio. Bonsoir Diane. Écoute, tu as le sourire, donc ça met de bonne humeur. J'ai envie de te demander comment ça va, ce que je fais pas souvent dans mon podcast. Comment tu vas ? Ça va, un peu la fatigue des tournages. Comme tu l'as indiqué, je suis acteur, donc en ce moment, j'ai troqué la casquette d'acteur pour celle de réalisateur. Donc depuis quelques semaines, quelques mois, je travaille en tant que réalisateur sur un nouveau projet de web-série. Donc voilà, plutôt fatigué par rapport à ça, beaucoup de stress, des longues journées, mais ça va, globalement ça va. Alors Julio, on va rentrer dans le vif du sujet. La question que je pose à tous mes invités, comme tu le sais, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise ? Pour moi, j'ai un parcours un peu atypique du point de vue familial. J'ai pas grandi avec ma maman, j'ai connu ma maman à mes 17 ans. Donc pour moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle me dise ? Mais déjà, j'aurais aimé la connaître enfant. J'aurais aimé qu'elle me voit grandir réellement et j'aurais aimé grandir avec elle et ressentir l'amour d'une mère dans sa croissance en fait et ça je l'ai pas connu, donc pour moi même aujourd'hui c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que j'ai un peu de mal à créer le lien, d'accord, avec elle parce que on a quand même vécu 17 années globalement, mais je dirais plus 16 ans parce que j'ai quitté, pas volontairement, j'ai dû quitter ma maman à peine à mes 1 an, donc j'ai grandi
avec des tantes et des oncles et tout. Donc, j'ai connu l'amour d'une mère par substitution, un peu. Donc, via les parents des autres et via les mamans des autres. Donc, j'aurais aimé la connaître avant tout. C'est surtout ça, en fait. Alors, avant d'écouter ton histoire, il y a souvent, quand tu lis des livres de psychologie, on dit souvent que c'est plus facile, entre guillemets, de grandir avec une maman qui est décédée. Et là, on se construit son mécanisme de vie en se disant « maman, elle ne reviendra plus », que de grandir en ayant le sentiment d'avoir été abandonné. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense qu'ils ont raison ce qu'ils disent. Je pense qu'ils ont raison ce qu'ils disent parce que j'avoue que jusqu'à mes 9-10 ans, pour moi, ma tante qui était la petite sœur de ma mère, de mon père, autant pour moi, père à son âme, qui m'a élevé, et avec qui j'ai grandi direct, j'ai grandi vraiment. Elle avait un enfant qui avait le même âge que moi, il avait juste 1 an de plus. Donc, elle nous élevait un peu comme des jumeaux. D'accord ? Et pour moi, jusqu'à mes 10 ans, pour moi, c'était elle, ma mère, en fait. Parce que je n'avais pas connu d'autre maman à part elle. Et c'est à mes, je ne sais plus précisément, mais entre mes 9 et mes 10 ans, que je découvre qu'effectivement, j'ai ma maman qui est en vie, qui vit à Lomé, au Togo, qui a d'autres enfants aussi, toujours avec mon père. Et que je ne connais pas. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est comme si tu as, je dirais pas le monde qui s'effondre, mais tu as le monde qui se redéfinit d'autres manières. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à poser des questions à tout le monde. Dire, mais en fait, ma mère, elle existe, en fait. Et pourquoi est-ce que je ne la connais pas ? Elle est comment tout, il faut que je voie des photos. Et je me souviens une fois... ça m'a valu qu'on me chauffe, sinon qu'on me gronde à la maison. Parce que ma mère et sa belle famille avaient une relation un peu particulière. Donc un jour... Donc ta mère et la famille de ton père ? De mon père, voilà, avaient une relation un peu particulière à l'époque. Et j'étais gosse, hein, et je demande... donc on m'appelle et puis on me dit « Julio, ta maman t'appelle ?» Et je demande... j'avais jamais posé de question, je demande « Quelle maman ?» Et là, tu sais, le petit ingrat, en fait, on te donne tout, on t'éduque, on t'élève, tu grandis dans un certain cocon familial en te projetant l'image d'une mère et tu te lèves un matin et tu te dis, quelle mère, en fait. C'est-à-dire que celle qu'on doit toujours faire croire qu'elle était ta mère, tu te rends compte en fait que c'est pas ta mère et tu commences à poser des questions et c'est mal perçu. Donc oui, pour moi, je pense que ceux qui disent que c'est mieux de grandir avec une mère qui est morte, quelque part, ils ont raison parce que quand tu grandis avec l'idée que ta mère est quelque part et tu peux pas la toucher, tu peux pas ressentir ou tu peux pas partager avec elle ce qu'un enfant a envie de partager avec sa mère ou qu'elle, inversement, a envie de partager avec toi en tant qu'enfant, c'est difficile. C'est difficile. Alors, jusqu'à tes 9 ans, tu pensais que la feu sœur de ton papa était ta mère. C'est ce qu'on t'avait dit ou c'est ce que tu avais compris ? C'est ce qu'on m'avait dit de par l'éducation qu'on m'avait donnée. C'est-à-dire, on m'a éduqué à prendre en considération que c'était ma mère. Mais jamais, avant tes 9 ans, tu as douté ? Ou tu t'es questionné ? Je sais vraiment pas. Je sais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui tournait pas totalement rond. D'accord ? Après, j'étais qu'un enfant et puis franchement, on nous élevait comme des jumeaux, tu vois. C'est vraiment... on nous élevait vraiment comme si, tout se passait là, en fait. C'est-à-dire... il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence, en fait. Elle m'était pas... Franchement, elle était très généreuse comme personne. Et c'était vraiment avec une grande âme qui faisait tout pour le bien de ses enfants, en fait. Et qui mettait aucune différence entre nous. Parce que souvent, les gens, ils grandissent chez leur marraine, chez leur marâtre, et chez leur tante. Et voilà, on entend des histoires comme quoi ils sont maltraités et tout. Non, moi, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment
on fait tout pour qu'ils se sentent aussi bien que même les enfants de la maison. D'accord? Donc c'est vraiment ça, et c'est au détour oui, je pense au détour de voyages d'oncles et de tantes qui viennent, qui te racontent des histoires et qui te font ah mais voilà, il y a ta maman et tout, ah bon, ma maman, ah mais en fait il y a une photo, ah ouais c'est comme ça, et là tu commences à en fait vous n'êtes pas mes vrais parents, tu vois, et ouais, mais effectivement à ce moment-là aussi je réalise en grandissant en fait que je prends conscience que en fait mon père peut pas être ma mère à cette époque peut pas être ma mère parce que c'est la sœur de mon père. Oui. Tu vois, donc à quel moment est-ce que il y a quelque chose qui passe pas. Oui. Donc oui, en grandissant tu commences à comprendre cela et tu commences à poser des questions réellement, tu vois, et où est ma mère, qui est-elle, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils sont pas ensemble, pourquoi est-ce que X et Y, et donc tu commences à réaliser vraiment et à poser des questions à tout le monde. Donc avant j'ai pas le souvenir d'avoir eu des interrogations sur ce point-là, mais à partir de ce moment-là, oui, j'ai commencé à poser réellement des questions. Alors, à 1 an, alors est-ce que tu dis que ton père a eu d'autres enfants avec ta maman, à 1 an, on te prend, tu vas où? Au Gabon. D'accord. Oui. Parce que mon père, il est né au Gabon, mais mes grands-parents, en fait, font partie de la, j'ai envie de dire, de la première génération d'immigrés togolais au Gabon. Parce que dans l'idéal collectif à une époque au Togo, c'était le Gabon faisait partie des pays d'Afrique considérés comme Eldorado. D'accord, il fallait aller pour faire fortune, il fallait aller pour du travail. Tous ceux qui investissaient au Gabon en tant que Togolais, Béninois et même Sénégalais, parce qu'aujourd'hui quand tu vas à Libreville, la plupart des professeurs, des restaurateurs, des chauffeurs, même dans l'institution, dans le grand Gabon, tu verras, il y a beaucoup de Togolais, Béninois, Sénégalais de ces nationalités-là, parce que pour eux c'était le pays où tout se faisait. Oui, je crois qu'on appelait le Gabon la Suisse de l'Afrique. Exactement, exactement, quelque chose comme ça. Et même le nom Gabon, ici en éveil, il disait Egabo. Egabo, ça veut dire Ega, c'est l'argent. Et Bo, ça veut dire il y en a à foison. Donc Gabon égale Egabo, ça veut dire Egabo les Djamé. Donc il y a de l'argent à foison à se faire dans ce pays-là. Donc mes grands-parents sont installés là-bas, ils ont investi dans l'agriculture, dans la restauration. Et mon père, il est né au Gabon. Mes oncles sont nés là-bas. Et donc ça faisait que on était entre le Togo, la famille était entre le Togo et le Gabon. Ce qui faisait que une fois que moi je suis né, mon père, surtout qu'il y avait beaucoup de conflits, mes grands-parents et mes tantes ne voulaient pas de la relation de mon père et ma mère. Ils se sont dit, bon voilà, on va les séparer. Et peut-être le moyen pour eux le plus simple, c'était de prendre l'enfant et de dire, voilà, maintenant il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de relations, il n'y a plus de trucs et tout. Et ça n'a pas suffi parce que 2 ans après, ils ont remis le truc et puis ils ont eu un second enfant, ensuite un troisième. Ah oui. Donc, ils ne se sont pas arrêtés. Donc toi, tu es une victime collatérale d'une histoire qui a continué. Il n'y a qu'à continuer, plus de 30 ans après. Donc, qui a continué plus de 30 ans après. Donc, c'était un peu ça. Oh, waouh. Comment était ta vie au Gabon? Alors, tous les adolescents gabonais savent que la vie au Gabon, c'est la belle vie. Donc, non, j'avais pas... c'était une famille de classe moyenne. On n'était pas riches, mais on avait assez pour bien vivre. Et je dirais pas que j'avais besoin de rien, mais comme je t'ai dit au départ... on faisait tout pour que je sois bien. Donc, j'ai vécu une très belle vie là-bas, une belle adolescence. J'avais de bons amis, j'ai fait des belles écoles là-bas. Et ado, à Libreville, c'est nightlife, j'ai découvert mes premiers concerts, première salle de cinéma, premiers amours, premier concert de Singila, les ghetto compositeurs, les trucs et tout. Non, c'était
c'était une belle époque. C'était une belle époque jusqu'au jour où mon père décide de... Et même encore, c'est ici, c'est en venant ici que je l'ai appris parce que moi, je faisais ma life normale. Vraiment, hein, c'est à la fois gentil garçon et en même temps terreur aussi, tu vois. Et un matin, je suis là et j'étais encore dans plein de trucs et je rentre à la maison et on me dit ton père a appelé. Alors que mon père, il appelle jamais. Mon père, il n'est jamais là, il appelle jamais. Pourquoi est-ce que mon père appelle en fait? Et je venais d'avoir 17 ans et ouais, ton père appelle. Il rappellera peut-être demain. Et donc j'attends le demain, mon père il appelle et il dit, c'était un vendredi. Et il dit, le mardi, tu prends l'avion pour le Togo. Et moi je dis, mais je connais pas le Togo en fait, je suis jamais venu. Sinon je veux rien entendre. Tu prends l'avion, je dis, mais j'ai même pas de passeport. Je dis, non, t'inquiète, tu vas te faire laisser passer. Tu vas prendre l'avion, tu viens au Togo. Et c'est en revenant ici que j'apprenais quelques mois après, en fait, que c'est ma mère qui avait insisté. Et c'était un peu comme une condition. Voilà, je vais pas mourir sans voir mon fils. Et je sais pas, aujourd'hui, il peut m'arriver quelque chose, mais je veux voir mon fils. Et je veux voir mon fils demain. Et donc, lui, coup de pression, il s'est dit, bon, ok, vas-y, on lui fait prendre l'avion et puis il rentre au bled. Donc, c'est comme ça que j'arrive au Togo. Et puis, ouais, aujourd'hui, je suis là. Et là, je rencontre ma mère. C'est un peu je dirais le coup de choc en même temps. Et tu sais, tu regardes la personne et tu te dis, en fait, tu sais, moi, je pense qu'on a un lien, tu vois. Tu es ma mère, mais qui es-tu en vrai, tu vois? Et elle qui se défend à l'époque pour essayer de renouer le lien. Et puis moi qui... Elle t'a attendu à l'aéroport? Est-ce qu'elle m'a attendu à l'aéroport? Non, elle m'a attendu à la maison. Alors, avant de parler, de revenir sur la première rencontre, comment tu la vois, comment tu te sens, tu vois, ton père t'annonce vendredi que tu voyages dans 3-4 jours. Mm-hmm. Comment tu te sens? Parce que là, tes amis, tes potes, ta vie... Je pète un plan, je dis c'est pas possible. À un moment, j'ai envie de fuguer. En plus, on était en pleine vacances et tout. C'était les grosses teufs, tu vois, c'était les grosses soirées. C'était ta petite copine, tu vois. C'était vraiment... Non, mais c'était dur à encaisser. Et je pense ce week-end-là, j'ai pas dormi tout le week-end. J'appréhendais grave. Et puis, pour moi, je prenais... Bon, à part mes 1 an, mais je prenais l'avion pour la première fois. Et à l'époque, j'appréhendais beaucoup parce que vu que dans l'inconscient collectif de tout ce qui représentait la famille togolaise au Gabon qu'on avait, c'était... le Togo, c'est pas le pays où il faut habiter, il n'y a rien au Togo en fait, tu vois, le Togo c'est le village. À l'époque, c'était ça en fait, c'est ceux qui arrivent du Togo, ils apportent du solabi, tu sais, la liqueur locale, ils apportent du pain, ils apportent des sandales, les trucs comme ça, ils apportent du pagne. Donc c'était vraiment, je vais aller foutre quoi là-bas, tu vois, faut qu'on m'envoie dans un bled où on vend du pagne, tu vois. Donc c'est... non, je l'ai vraiment mal pris, Tu en parles avec ta famille là-bas? Tu leur demandes pourquoi? Oui, je pose des questions, mais en même temps, personne ne veut te répondre. On te dit clairement, c'est ton père qui a décidé, donc c'est lui qui a décidé. Tu vois, personne ne veut mettre sa bouche dedans. On dit non, ton père, il a appelé, il veut ça, et personne ne peut le contredire à ce moment-là. Alors, moi, je pensais que ton père et toi, vous étiez partis au Gabon. Non, en fait, alors, l'anecdote, c'est... Des fois, ils essaient de me raconter... Chacun essaie de donner sa version du truc. Je pense que celle que je retiens, c'est que je suis avec mon père et non, je suis à la maison et mon père vient me prendre et il m'emmène chez mes grands-parents qui habitent un quartier qui s'appelle Bay ici. Il m'emmène chez mes grands-parents, ils avaient déjà tout planifié en fait, ils avaient tout planifié. Il m'emmène chez mes grands-parents, il me dépose là-bas et il emmène ma mère je sais pas où.
et tout. Et en fait, c'est avec une de mes grandes tantes que je viens au Gabon. D'accord? C'est même pas mon père qui m'emmène au Gabon. Tu vois? Et donc, eux, ils avaient déjà prévu leur truc. C'est tout leur bagage prêt. L'avion devait décoller, machin. Aller sortir entre amoureux, façon... je t'emmène prendre un verre, on se fait un petit dîner et tout. Et puis, le soir, tu rentres, ben, ton fils n'est pas là. Ah non, mais en fait, il est parti. Ah, donc ça a dû être un choc aussi pour eux. Ah ouais, c'est ma mère aujourd'hui, je dirais pas qu'au départ, j'ai vraiment pris du temps avant de comprendre le tout, avant de réaliser que ouais, c'était un véritable choc pour elle. Tu vois, et aujourd'hui, elle en parle et c'était comme un coup de massue en fait. C'est pour ça la période effectivement où elle a décidé que ben là, elle veut rien entendre, elle veut rien dire. Je suis son enfant, il faut que je rentre, il faut que je sois là et personne ne pouvait l'arrêter à ce moment-là en fait. Et selon toi, pourquoi elle a attendu 16 ans pour avoir ce cri de guerre, ce cri de colère? Je pense que c'est parce qu'elle a toujours attendu, elle a toujours fait confiance en se disant oui, il va revenir, tu vois. Et mon père il était doué pour la convaincre. Tu vois, non, mais t'inquiète, tout se passe bien, tu vois, il reviendra pour les vacances prochaines, tu vois, t'inquiète, tout va bien, on lui montre des photos, on lui montre des trucs, tu vois, il va bien, tu vois, on prend bien soin de lui, et tout, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc je pense qu'elle a toujours été dans cette marmaille-là, tu vois, de t'inquiète. Bon, après, ils ont eu d'autres enfants aussi, tu vois, donc ils sont en mode, voilà, ça continue comme ça. Et je pense que je sais pas ce qui l'a fait peur ou ce qui l'a fait avoir ce déclic à 200% en se disant là je veux maintenant et rien ne peut m'empêcher de voir mon fils maintenant. Je sais pas ce qu'il a fait, il faudra que je lui demande. En fait, j'ai jamais posé la question donc yeah. Et je sais pas ce qu'il a fait avoir ce déclic là. Donc tu arrives à l'aéroport, donc tu as pris l'avion. Ouais. Tu arrives à Lomé. Bon, je suppose que l'aéroport à l'époque n'est pas l'aéroport qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas de lampadaire sur les voies. Là, c'était genre, ouais, je suis arrivé en après-midi quand même. Je suis arrivé en après-midi et puis le soir, ben, déjà on m'emmène à la maison et ben, je rencontre ma mère, je rencontre mes petits frères. La maison, c'est tes parents vivent ensemble Ouais. avec tes petits frères. Ouais. Et donc quand tu arrives chez eux. Ouais. Dans cette maison qui est ta maison. Ouais. D'accord. J'arrive chez eux, je découvre mon petit frère, ma petite sœur. Et là, je suis ok, vous êtes grands. et puis aussi, il faut dire que ma mère, elle avait déjà 2 enfants avant mon père. D'accord, qui sont mes grands frères, mon grand frère et ma grande sœur. Et je les rencontre aussi, tu vois. Je rencontre mes frères et sœurs pour la première fois et je fais, mais ok. D'accord. Faut apprendre à connaître tout le monde maintenant. Tu vois, et c'est... Ouais, et puis on te voit comme l'étranger, tu vois. T'es celui qui arrive d'ailleurs. Tu ne comprends pas la langue. Tu vois, tu dois réapprendre... Tu parlais pas le Mina? Non, je parlais pas. C'est quoi, c'était le Mina ou l'Ewe? Le Mina. Le Mina. Je parlais pas le Mina. Je comprenais des bribes. Je comprenais un peu, mais je m'exprimais pas du tout. Donc, tu me parlais en Mina, j'allais te répondre en français, j'allais prendre du temps pour comprendre ce que tu dis et tout. Il fallait réapprendre tout sur le tas et tout, quoi. Réapprendre tout sur le tas, réapprendre à accepter le fait que bah, là, tu es dans ta famille, tu vois. Et à ça est venu le moment où ben, j'ai commencé à beaucoup discuter avec ma mère. Et Très rapidement, tu as commencé à discuter avec elle? parce que j'ai envie de dire quelque part, elle m'a pas laissé le choix. D'accord? Elle m'a pas laissé le choix, elle, parce qu'elle voulait montrer à tout le monde que son enfant était là. Donc, dès qu'elle allait quelque part, c'était Julie, tu m'accompagnes. Tu vois? Donc, à l'église de dimanche, il fallait montrer à toute l'église que son fils est rentré, tu vois? Que son fils est là. Accompagne-moi au marché, tu vois? Montrer à tout le monde au marché. Parce elle vendait du pain aussi. Et voilà, il fallait montrer à toutes les vendeuses de pain que son fils était là, qu'elle avait un fils et tout, qui était grand. Il fallait aller avec elle au village, il fallait la suivre partout.
Tu vois, il fallait que tout Lomé sache que le fils, il est rentré. Tu vois, donc... et du coup, elle a commencé à me parler. Je pense que c'était plus elle qui me parlait. Tu vois, moi, je posais pas beaucoup de questions. J'écoutais plutôt que je... Et moi, j'ai commencé plutôt à poser des questions à mes oncles et à ma grand-mère, tu vois. En mode Paternelle ou maternelle? paternelle. Parce que je suis plus proche de ma famille paternelle, de grande famille paternelle, que de ma famille maternelle. Et elle a demandé, mais pourquoi, quoi? Qui fait ça à quelqu'un, en fait? Qui retire un enfant à sa mère? Ou qui... oui, qui... Et inversement, qui fait ça? C'est pas juste. Et est venue la période de rébellion, où j'ai commencé à... Où pour moi, c'était... si j'entends quelqu'un parler mal de ma mère ou dire une phrase déplacée par rapport à ma mère, mais je casse tout dans la maison. Et puis, je brûle tout le monde, quoi, tu vois. Donc, j'ai commencé... Tu avais quel âge? 18 ans. 18 ans. Et là, j'étais fou de rage contre la terre entière. Et j'étais fou de rage contre ma famille, contre mon père, contre tout le monde. Je tenais tête à tout le monde parce que pour moi, c'était... Tu avais l'impression qu'on avait volé ta vie? Un peu. Et pas que la mienne. Et on avait détruit la vie de ma mère aussi. Les échanges, ce qu'elle te montrait qu'on lui avait volé une partie d'elle. Totalement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu le ressens. Je veux dire, une dizaine d'années plus tard, tu le perçois ou c'était le coup de l'émotion C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le coup de l'émotion aussi. Mais quand même, je le ressens énormément parce qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui se débat et essaie de recréer des liens avec son fils. Tu vois, même 10 ans après. 10 ans après, il y a seulement, j'ai envie de te dire, 1 an et demi où je me suis dit, voilà, Julio, tu vas commencer à appeler ta mère, à prendre de ses nouvelles au moins toutes les semaines, tu vois. Tu vas commencer à aller chez elle, à la maison, tu vas commencer à recréer du lien avec elle, 10 ans après, quoi, tu vois. Et pendant longtemps, ça a été, je peux passer 6 mois, 8 mois sans décrocher le téléphone et demander, maman, tu vas comment? Parce que pour moi, c'est ma mère et sans plus. Tu vois, ça a longtemps été ça, c'est ma mère et sans plus. Et c'est depuis depuis un an et demi. Qu'est-ce qui a changé? 2 ans. Ce qui a changé, c'est le fait de me dire, de prendre conscience du fait que nos parents ont fait des erreurs qu'on n'est pas obligé de faire à notre tour. C'est-à-dire, moi, par exemple, ce qui a changé, c'est ça. Nos parents ont fait des erreurs qu'on n'est pas obligé de faire. Et surtout le fait que j'ai perdu mon père, ça va bientôt faire 2 ans. Et j'étais avec lui sur son lit de mort, en fait. Je l'ai accompagné dans tout le process. Et j'avais pour seul objectif de faire la paix avec lui, en fait, tu vois, de fermer des portes qui étaient restées ouvertes, d'éteindre la colère que j'avais. Et je me suis rendu compte, en passant du temps avec lui, dans ces derniers instants, parce que j'ai vraiment été très proche de lui, je pense que je suis le seul de ses enfants qui était proche de lui dans ces derniers instants, j'ai passé assez de temps avec lui pour réaliser qu'en fait, il n'a été que le fruit de l'éducation qu'on lui a donnée aussi. D'accord ? Et aujourd'hui, nos parents sont quelque part le reflet d'une éducation qu'ils ont eue. Et si un parent, quelque part, est dans l'abandon ou dans le rejet de sa responsabilité parentale, c'est peut-être qu'il n'a pas connu cette responsabilité parentale de ses parents à lui aussi, ou peut-être pas totalement. D'accord ? Et peut-être qu'il y a eu une fuite qui a causé effectivement le sentiment de « Ah bon, mes enfants, il faut que je leur donne à manger, et puis c'est tout, j'ai pas ce rapport-là direct avec mes enfants. » Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit c'est peut-être pas totalement de leur faute. Et quelle est ma part de responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que je fais? Je continue à rester dans la plainte, dans le « Ah, elle n'a pas été là, ah non, je suis en guerre contre le monde parce que ma mère n'a pas été là, parce qu'ils m'ont privé de son amour, ou ils m'ont privé d'elle », ou je déconstruis les choses et je fais le pas inverse, d'accord ?
j'apprends à recréer le lien avec ma mère et à lui donner cet amour-là dont elle a besoin et inversement. Tu vois, c'est vraiment ça. Par exemple, là, récemment, j'ai sorti mon premier court-métrage et j'ai fait une avant-première. Il y avait voilà, Madame la PM, plusieurs ministres qui étaient là et tout. Et il y avait ma mère parmi ces gens, tu vois. Quelqu'un que sa belle famille a piétiné, quelqu'un qui en a retiré son fils. Et ce fils-là qui aujourd'hui l'emmène et la met sur l'une des plus hautes marches, tu vois. Et ce sentiment de fierté là, tu la vois heureuse pour un truc. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça le challenge, c'est lui donner tout ce qu'il a, à mon sens, hein, tout ce dont elle a manqué pendant longtemps, tu vois. C'est le fait d'être heureuse, de voir être fière de ses enfants et de se dire, même si je n'osais pas donner cet amour-là, même si je n'ai pas été là pour vous, j'aurais souhaité l'être. Je sais qu'elle le dit tout le temps, j'aurais souhaité l'être. J'aurais souhaité être là, mais j'ai pas pu. Et je savais pas comment faire pour être là. Et oui, quand tu regardes sa famille à elle aussi, tu comprends très vite que, bon, en fait, c'est parce que eux-mêmes, ils ont eux-mêmes déjà leurs parents, eux, c'était compliqué, tu vois. Donc, oui, du coup, faire le chemin inverse vis-à-vis d'elle. Alors, comment on se construit quand on a l'impression que le schéma familial de nos parents était compliqué? Est-ce que toi, tu as peur d'être une personne compliquée? Est-ce que tu es ou tu penses être une personne compliquée? Je suis pas une personne compliquée, mais je suis une personne qui a peur de l'abandon familial. Dans quel sens? J'ai aujourd'hui, dans une relation de couple, j'ai peur de l'abandon de mon partenaire, de ma partenaire. Donc tu as peur de l'abondance, donc tu peux avoir tendance à partir avant l'autre. Voilà, je vais avoir tendance à saboter, je vais avoir tendance à me dire, je sens que ce truc ne va pas aller loin. Tu vois, j'ai tendance vraiment à faire à me dire, dès que ça commence à vraiment chauffer, que j'ai essayé d'agiter le drapeau blanc 3-4 fois, je me dis, bon, celle-là, je sens que demain matin, je vais être là et puis elle va prendre ses clics et ses claques et elle va se barrer, tu vois. Et j'ai même dû suivre une thérapie récemment pour ça, pour essayer de travailler là-dessus. Et ouais, c'est parfois compliqué, hein. Et pour moi, aujourd'hui, même le fait d'avoir un enfant, c'est beaucoup de questions. C'est est-ce que je vais pas faire les mêmes conneries que mon père? Est-ce que je vais pouvoir être ce père-là qui est là pour son enfant, qui est là pour l'élever, le voir grandir et lui donner tout l'amour dont il a besoin? Aujourd'hui, avec ma carrière qui est en train de prendre qui est sur une belle pente, le fait de ne pas rester sur place, le fait de passer des journées galères, le fait de passer des nuits blanches, est-ce que c'est ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant? Tu vois, donc c'est beaucoup de questionnements et c'est beaucoup de peur. Et est-ce que je vais pas être un père qui est dans la fuite, en fait, qui est pas là pour... Oui. Voilà, c'est... Bon, ma psy me dirait... arrête de te prendre la tête et puis vis, tu vois. Vis ta vie parce que c'est la tienne, c'est pas celle de ton père, en fait. Et... ouais, c'est un peu difficile quand même. À quel moment tu as décidé de voir un psychologue? Alors, à quel moment? Je venais de sortir d'une longue relation qui a duré quasiment 6 ans. Et juste après, je suis rentré dans plusieurs flirts et tout. Mais vraiment, l'autre relation aussi, je suis parti parce que si je pars pas maintenant, celle qui va se lever le matin, elle va me claquer la porte au nez. Et derrière, tu enchaînes 1, 2, 3, 4, 5 conquêtes. Et t'as le sentiment de je vais pas y arriver, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fous, en fait? Je pense que je fous vraiment un bordel et tu détruis les autres en face, en fait. Tu détruis.
Et après, certains diraient karma is a bad bitch, tu vois. Et vraiment, tu as l'impression que tu détruis les autres en face de toi. Et une fois, une d'elles m'a dit que j'étais émotionnellement indisponible. Je suis allé chercher et j'ai vu tout ce que ça apporte, tout ce que ça comprend d'être émotionnellement indisponible. Et je te promets, je me suis assis et j'ai pleuré. C'est la première fois que j'entendais ces deux mots collés ensemble. Tu vois, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, en fait, et j'ai vu que les gens qui sont émotionnellement indisponibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les gens en face. Et ils détruisent clairement les gens en face. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et qui, malheureusement, je suis en train de devenir. Et là, il faut que je fasse un travail sur moi. Il faut que j'arrête d'avoir... il faut que je tue des démons, en fait. Il faut que je passe le cap. Il faut que je... Et peut-être que là, effectivement, il faut que je demande à ma mère, en fait, tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ma mère, elle m'aurait dit, allons à l'église, on va prier. Donc j'ai dit, bon, là, peut-être c'est pas la prière qui va régler ça tout de suite, tu vois. Et j'ai des amis qui m'ont conseillé la psychothérapie. Et ce que j'ai décidé de faire, j'ai pris un peu du temps et j'ai décidé de passer le cap, d'aller voir une psy et d'essayer de travailler sur moi et sur ce qui me faisait peur. Et effectivement, il y a eu la question de l'abandon déjà depuis l'enfance. Oui. D'accord, il y a eu... et pour ma psy, elle m'a dit qu'il y avait un lien étroit entre tout ça. Le fait qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur vis-à-vis d'une partenaire ou d'une construction familiale. C'est parce que j'ai cette insécurité-là qui est née du fait d'avoir déjà été abandonné, d'avoir le sentiment d'avoir été abandonné par mes parents dès le bas âge. Donc c'était un peu... c'est ce qui m'a poussé à faire la psychothérapie. Et est-ce que tu continues de voir ta psychologue? Oui, là on a fait une petite pause quand même parce qu'elle me dit, Jules, tu travailles bien, tu progresses bien, donc... Essaye un peu de développer tes propres mécanismes. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Exactement. Je te laisse quelques mois, on se fait sinon quelques mois et on verra où tu en es. Et donc, oui, c'est plutôt encourageant. Ouais. Alors, pour les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent, la peur de l'abandon est l'une des causes les plus fréquentes du mal-être et de la souffrance psychologique. Elle apparaît le plus souvent suite à un traumatisme lié à une séparation, pendant l'enfance ou l'adolescence. Et d'ailleurs, des fois, on demande souvent aux gens de s'intéresser à leur enfant intérieur. Exactement. Et des fois, en tant qu'adulte, on peut avoir le sentiment d'être très bien, mais alors que notre enfant intérieur a des blessures. Et pour ceux qui connaissent ce livre, je crois il y a un livre sur les 5 blessures. Et justement, on vous demande souvent de savoir quelles sont vos 5 blessures. Les 5 blessures qui vous ont le plus touché. Et c'est pas en tant qu'adulte de se dire qu'on a eu un gourmand à 20 ans. Des fois, c'est beaucoup plus loin. C'est le professeur qui vous a dit, le maître d'élève, le maître d'école qui vous a dit que vous étiez trop nul. C'est la copine à l'école, quand vous avez 7 ans, qui vous a blessé. Enfin... Et en fait, en tout cas en psychologie, on dit que tant que tu ne dis pas à ton enfant intérieur de pardonner peut-être à tes parents, exact, ou d'accepter que ça existait, en tant qu'adulte, tu peux jamais vraiment fleurir. Et tu peux traîner ça pendant longtemps. Donc, je crois entendre ma psy. Ah, écoute, ça veut dire que si on m'avait dit, m'a plus ou moins formé. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Et d'ailleurs, le sentiment d'abandon, on le voit beaucoup. Moi aussi, j'ai d'ailleurs été... je connais très bien ce sentiment parce que voilà, aussi par rapport à une histoire familiale. Et aussi, moi aussi, j'ai dû me faire un peu accompagner aussi par un psychologue, justement, pour développer des mécanismes. Et c'est d'ailleurs des amis qui... Moi, c'était pas un mec qui m'avait dit ça, mais c'était une bande d'amis à qui je fais un big up, d'ailleurs, QLG, qui m'avait dit que moi, dès que je rencontrais quelqu'un de bien, moi, je partais directement. Parce que, justement, vu que j'étais aussi comme toi, dans un mécanisme de... ouais, mais en fait,
le gars là est bien, mais s'il est bien, ça veut dire que l'histoire peut être sérieuse. Ouais, mais c'est plus l'histoire est belle, plus l'histoire est grande, plus elle doit être puissante, plus le risque d'abandon est énorme, est fort. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer des petits flirts. Et quand la personne part ou quand tu pars, ben, c'est beaucoup moins impactant émotionnellement. C'est ça, tu gères. Et en fait, il y a beaucoup de personnes dans nos environnements qui ont ce problème. Et c'est des fois aussi dû au manque de communication aussi, je pense, de nos parents. Ben oui, totalement. De nos parents, de peut-être pas verbaliser les choses, de ne pas nous dire les choses. Et d'ailleurs, je suis très surprise quand même que ta mère, elle ait quand même eu à ton retour la volonté de te parler. Ben oui, c'est... Tu sais, c'est ma mère, c'est peut-être qu'un jour, au détour d'un événement, au détour d'un séjour à Lomé, tu auras la chance de la croiser et tout. C'est vraiment une grande dame qui a la main sur le cœur et qui avait ce besoin-là de faire comprendre certaines choses à ses enfants. Au-delà de combien a été dure la vie pour elle, le fait d'être maman et d'éprouver toutes ces difficultés-là, mais c'est surtout pour elle, c'était comment renouer des liens de parents, voilà, mère à enfant en fait. C'était surtout ça, donc pour elle, ça passait par le fait de se dévoiler totalement et de dire les choses en fait, et de parler aussi. On n'a pas parlé de tes frères et sœurs parce que tout à l'heure tu disais tu arrives et tu vois que tu as des grands frères et tu vois que tu as des petits frères et petites sœurs aussi. Comment en tout cas, près de 15 ans plus tard, tu as trouvé ta place dans la fratrie aujourd'hui au regard de comment tu l'as construit tout au long de ces années. Comment aussi est-ce que tes frères ont toujours entendu parler de toi? Parce que toi, est-ce que toi tu étais au courant que tes frères existaient? Alors, une d'entre elles, oui, je savais parce qu'elle m'a rejoint à Libreville, je devais avoir 14 ans, ouais, 13-14 ans. Elle m'a rejoint à Libreville. Valérie, elle m'a rejoint à Libreville. Donc elle, j'avais connaissance d'elle parce que bon, dès qu'elle est arrivée, on a cheminé un peu ensemble, tu vois, vraiment, c'est ma petite sœur, on se ressemble et tout. Donc voilà, donc oui, elle, on a commencé, on se connaissait bien. Donc c'est les autres, je ne connaissais pas, tu vois, et puis on ne parlait pas forcément des autres, on parlait de nous. Tu vois, on était là ensemble, tous les deux, donc voilà, on était que tous les deux. Et pour nous, les autres n'existaient pas, en fait. Et c'est arrivé ici, je découvre les autres, effectivement. Et c'était... que dire? Je pense, au fond de toi, tu as le sentiment de... En fait, c'est mes frères et sœurs, c'est le sang, c'est le lien du sang, en fait. Donc, tu te dois inconsciemment de les accepter. En fait, la question ne se pose pas. Et en plus, vous vivez dans la même maison. Vous êtes à ce moment-là assujetti à une sorte de même éducation. D'accord? À ce moment-là, vous partagez le même toit. Et vous partagez le même repas le soir, on cuisine pour tout le monde, donc on apprend à se connaître, d'accord? On apprend à se connaître et puis tu es le grand frère, donc si j'avoue que moi personnellement je rends grâce à cette petite forme de sagesse là qui a fait que j'ai toujours été à l'écoute de mes frères et sœurs ou de mon environnement surtout. D'accord, j'ai vraiment... là, c'est la force des taureaux aussi. Voilà, être à l'écoute de... Voilà, j'ai toujours été à l'écoute de mon environnement et je sais... j'ai toujours su me fondre dans la masse. C'est-à-dire que, ok, là, j'arrive, c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes frères et sœurs. J'ai grandi en voyant comment les autres se comportaient en famille. Donc, je vais faire en sorte de m'adapter à ça et des codes de la famille que j'ai connus en voyant les autres faire, je vais les mettre en pratique là, dans ce cercle familial là, tu vois.
comment est-ce qu'un grand frère se comporte avec son petit frère, tu vois, comment est-ce que, ainsi de suite, comment est-ce que je vais créer le lien avec eux, comment est-ce qu'on va avoir des discussions, comment est-ce qu'on va se battre pour une Nike que j'ai que j'ai ramenée toute neuve et qui a pris mes lacets pour faire n'importe quoi, tu vois. Donc ça, en fait, c'est... et ça vient, et un matin, parce que j'essaie de le faire, mais j'arrive pas totalement, j'annonce à mon père que je vais partir à l'internat parce que je me sens pas bien dans la maison. Je viens de passer 2 ans avec eux, je suis pas à ma place, j'essaie de faire des efforts, effectivement, de me fondre dans cette masse-là, mais je dis, en fait, non, c'est bien beau, mais je vous connais pas assez, tu vois. Et, Tu trouvais que tu faisais des efforts est-ce que tu avais l'impression que les autres faisaient aussi les efforts? Oui, après, tu sais, on a ça, c'est au-delà de ma famille, c'est vraiment, tu sais, la grande hospitalité togolaise qui fait que on t'accueille et on fait en sorte de t'accepter, de faire en sorte que tu te sentes bien. D'accord? Donc ça, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, tu vois. C'est juste que moi, à un moment donné, j'étais un peu trop déconnecté. J'essayais de me reconnecter, de me connecter à tout et à tout le monde. Ouais, parce que tu avais quand même beaucoup d'informations. Tu pars de ton pays, le Gabon, très rapidement. Exact. Tu laisses ta famille du Gabon. Ah ouais. Tu viens de découvrir ta maman pour la première fois. Ouais, Ton père est là. Tu vois tes frères et sœurs dans un nouveau pays. C'était un peu beaucoup. Et même un déclic pour l'internat, c'est un déclic, c'est que j'ai une amie à ma grande sœur qui débarque un jour à la maison, on est un dimanche et tout, je ne sais plus à quelle occasion, donc ça discute, petite fête à la maison. Et là, elle dit, ah mais en fait je suis dans un internat à Néo, et puis il y a des Gabonais là-bas, il y a des groupes de gens de nationalités différentes. J'ai dit, ah il y a des Gabonais environnement où je sens que j'aurai ma place. Tu vois, et là, lundi matin, direct, papa, bonjour, alors, ça va bien et tout. Bon, moi, j'ai bien réfléchi durant toute l'année, et je sens qu'à la rentrée prochaine, je ne serai pas avec vous dans la même maison, et moi, je vais à l'internat, tu vois. Et il est devenu fou. Mais quand même, il a accepté, et puis j'y suis allé, j'ai passé 3 ans là-bas. Il venait me voir quand même, je rentrais de temps en temps à la maison, mais je m'y sentais mieux. En fait, je me suis toujours senti mieux loin de tout ce qui est famille, c'est-à-dire dans mon coin. D'accord? Après, aujourd'hui, 10 ans après que tout ça soit passé, je prends des nouvelles de mes frères et sœurs. Ce week-end, j'étais chez ma grand-mère. Le week-end d'avant, j'étais chez ma mère et tout. Mais je préfère être seul dans mon coin. D'accord, sans plus. Récemment, quand même, j'ai demandé à mon petit frère de venir vivre avec moi chez moi. Parce que voilà, ce truc-là. Mais oui, être seul dans son coin, j'aime bien. Comment était l'internat? Tu as revu des Gabonais là-bas? Ouh. C'était pas violent, mais c'était bien. C'était une belle époque. Des potes gabonais, c'est là effectivement je démarre le théâtre, c'est là je faisais du slam à l'époque, donc je découvre ma vie artistique, ma vie d'artiste, je la découvre là-bas, parce que faut noter qu'à Libreville c'était je sais plus ce que c'est aujourd'hui, mais 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, c'était une très belle ville artistique, il y avait beaucoup de talents qui se développaient à Libreville dans plusieurs secteurs, et quand je rentre au Togo et que je vais à l'internat, déjà quand je rentre au Togo, je remarque que c'est pas... Les jeunes sont talentueux, mais il n'y a pas le développement de cette figure artistique-là, tu vois, comme ce que je voyais à Libreville, tu vois. Et du coup, avec des potes, notamment un Gabonais, un Togolais, un autre qui était un peu mélange Togo-Sénégal, on forme un groupe de rap. On forme un groupe de rap à l'époque et moi je fais du slam au même moment. Et c'est là que tout démarre. Après ça, je commence à organiser des événements à l'internat. Tu vois, je descends à Lomé, je viens chercher des artistes pour venir prester dans la petite ville d'Anéro. Et tout. Non, je découvre une vie d'artiste vraiment. Je fais mes premières classes au théâtre. Et je pense que tout part de là, en fait. En tout cas,
ta vocation ou le début de ta carrière d'artiste part de ce moment à l'internat à Néo. Ouais. Est-ce qu'on doit tous aller à Néo alors si on veut être artiste? Non, je pense qu'on doit tous être dans un environnement où on se sent le plus, j'ai envie de dire, safe possible, tu vois, pour prendre conscience de la fibre qu'on a à l'intérieur, tu vois. Et parce que des fois, on en a conscience, on prend conscience de ça, mais parce qu'on n'est pas safe dans notre environnement, on doute de nous-mêmes, tu vois. Ah non, faut pas faire ça, faut pas faire ci, ça t'irait pas. Ah non, tu n'es pas fait pour ça, continue tes études. Alors que quand tu es dans un environnement où en fait on te laisse t'exprimer, ben tu t'exprimes et puis ça fait de toi une Diane Audrey, tu vois. Ça fait de toi quelqu'un qui est pleinement, qui a pleinement conscience de son potentiel en fait et qui fait tout pour l'exprimer. Est-ce que, tu sais, tout à l'heure, on parlait du sentiment de l'abandon. Est-ce que toi, tu as besoin d'être aimé? Ou tu t'en fous? J'ai besoin d'être compris. Intéressant. J'ai besoin d'être compris. Tu sais, il y a mon ex qui me demandait souvent, Jules, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es... Et moi, j'ai jamais de réponse à ça, en fait. Parce que pour moi, être heureux, c'est quoi? En vrai, je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais pas? Non, jusqu'à aujourd'hui, surtout la... Non, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à toi. Qu'est-ce que tu attends que je te dise quand tu poses la question, en fait? D'accord? Je sais pas, en fait, quelle réponse je dois te donner, en vrai. Parce que moi, je suis heureux quand je viens de finir une journée de tournage et je sais que j'ai bien bouclé mes séquences et tout, tu vois. Je suis heureux quand je croise quelqu'un dans la rue, un enfant qui vient me voir et qui me dit « Ah, mais c'est Jules Teco » et tout, tu vois. J'aime beaucoup ce que vous faites et tout, parce que ça me motive et tout, tu vois. Je suis heureux quand, je sais pas, quand j'ai mangé un bon plat de riz, tu vois. Qu'est-ce que tu attends comme réponse de la question que tu poses? En vrai, je sais pas. D'accord? Et en vrai... Aujourd'hui, pour moi, c'est qu'est-ce qui va symboliser tout ça, c'est vraiment vivre, quoi. Aujourd'hui, pour moi, je vis et j'essaie d'être le plus en paix avec moi. Et donc, est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Non, j'ai plus besoin que la personne en face comprenne ce qui me nourrit au quotidien. Tu vois, ce qui me nourrit au quotidien, moi, ce qui me nourrit au quotidien, c'est de voir le sourire sur le visage des gens en face de moi, tu vois. C'est réaliser des choses, tu vois. C'est me sacrifier, c'est faire le sacrifice de soi pour voir des choses aboutir, tu vois. C'est quand on dit que c'est pas possible qu'on le fait, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Et si je suis avec quelqu'un qui comprend ça, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que l'amour, c'est... Je pense que la plupart des couples ou des gens qui ont duré en amitié ou en amour, au bout d'un moment, c'est plus de l'amour, c'est un deal. C'est l'acceptation de l'autre. Tu vois, ça va au-delà de l'amour, en fait. C'est vraiment... ce que tu peux aimer quelqu'un sans lui dire un mot. Tu peux aimer quelqu'un sans jamais l'approcher. Et tu vas avoir le sentiment tous les jours de prier pour cette personne-là. Dire j'espère qu'elle va bien, j'espère que le truc est tout, mais tu ne vas pas décrocher ton téléphone pour l'appeler. Tu vas être bienveillant vis-à-vis de la personne. Tu vas porter la personne dans tes prières. Mais vous n'allez peut-être pas vous voir pendant 10 ans. Mais tu es assis, tu penses à la personne, tu vois. Et pour moi, c'est ça. C'est surtout qu'on se comprenne, qu'on se respecte et que les gens en face me comprennent. Après l'amour, Dieu est amour. Alors, quel regard que tu portes sur ces 15 dernières années où tu es arrivé à Lomé, le chemin que tu as parcouru, les étapes de ta vie, les up and down, quel regard tu portes dessus? Et avant peut-être de répondre à cette question, qu'est-ce que tu dirais au Julio de 17 ans qui est arrivé
à Lomé, qui n'avait pas vu qui n'avait jamais vu sa maman, qui avait vécu aussi avec un père absent. Qu'est-ce que tu lui dirais? Diane, tu fais les choses. Waouh. Fais confiance à la vie. C'est-à-dire, juste fais confiance à la vie. Parce que j'ai eu beaucoup de périodes de doute. J'ai eu beaucoup de périodes où je ne savais pas où je mettais le pied. Et je pense que ça a forgé, ça a eu ses points positifs et ses points négatifs. Mais j'y suis là aujourd'hui parce que à un moment donné, j'ai accepté de faire confiance juste à... Ouais, et j'aurais dû démarrer depuis plus longtemps que ça, tu vois. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais beaucoup d'appréhension, beaucoup de doutes, j'avais peur et tout. Mais j'y suis là aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'ai accepté de faire confiance, tu vois. Et je dirais ça. Et ouais, à tous les jeunes de 17 ans qui découvrent la vie, qui découvrent le monde, faites confiance. Et donc, est-ce que ça rejoint aussi la question sur le regard que tu portes sur ces 15 dernières années? Ouais, totalement. Parce que, comme je l'ai dit, hein, quand on te dit que c'est pas possible, il n'y a que toi qui peux rendre ça possible. Aujourd'hui, j'ai un film, j'ai une série que je suis en train de réaliser, j'ai ma tête placardée sur tous les panneaux de la ville, je suis connu par, j'ai envie de dire, 50% de la population citadine, c'est comme ça on dit, non? C'est facile, la population de la ville, des grandes villes du pays, que ce soit au Togo et dans l'Afrique de l'Ouest, je porte le nom de mon père. Et quand je dis je porte le nom de mon père, c'est je ne suis pas que le porter en mode c'est mon nom de famille, mais je le porte tel un étendard, tu vois. Et aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, quand je suis arrivé 15 ans quasiment, quand je suis arrivé au Togo, on me demandait, tu es le fils ou le neveu du colonel Teko, ou tu connais, tu es le cousin ou le petit frère de Anna Teko du Bénin, et tout. Non, maintenant on dit, est-ce que vous connaissez Julio Teko? Tu vois, et je sais que mon père, dans sa tombe, il est fier de ça. Donc, ces 15 dernières années, c'est ce que ça représente. Aujourd'hui, quand on dit Teko, on ne demande pas X ou Y, c'est pas Julio Teko, ou bien c'est pas ma famille, tu vois. Et récemment, j'ai eu on m'a décerné un trophée là pour mon engagement pour la cause de la femme et tout. Et pendant cette cérémonie, il y avait des dames importantes du pays qui étaient là. Et il y en a une qui a profité pour faire un clin d'œil à ma mère, en disant que ma mère m'avait vraiment bien éduqué et que ma mère serait fière de moi et tout. Et puis pour moi, c'est ça en fait. Ces 15 dernières années, c'est they put some respect on my mother's name, you know. Et c'est pour moi, c'est ça, tu vois. Et ma mère est fière, mes parents sont fiers et je continue d'avancer ouais, je porte leur nom, tu vois. D'accord. Alors, mon avant-dernière question. Est-ce que tu penses que faire du cinéma, c'était aussi une envie d'exister? Oui. Oui, totalement. Voilà, tout ce que j'ai fait, à un moment donné, c'était vraiment une envie d'exister. Plutôt que de gagner ma vie, c'était surtout exister. Pourquoi? Parce que mon père, il a tout sacrifié pour vivre au Togo. Avec sa mère, il a payé les études de ses frères et sœurs aux États-Unis, en France, en travaillant au Togo. Il s'est bâti, il s'est construit ici, il a sacrifié toute sa vie ici. Et au moment où il a tout perdu, parce que mon père il a fait la prison, c'est ce qu'il a dévasté, et il a commencé à avoir des crises d'AVC,
et tout, et il en est mort. À un moment où il a tout perdu, il n'y avait personne. Même pas ses frères et sœurs. Il n'y avait personne. Et j'ai été là pour voir ça, en fait. Et pour moi, c'était vraiment le gars de Nomanem, tu vois. Et ils sauront qui nous sommes, ils sauront qui je suis. Parce que ce monsieur-là, il s'est tellement sacrifié pour tout et tout le monde et que personne ne lui a rendu. Et que par le biais de moi, par le biais du fait que je sois visible, aussi visible que possible, et que j'excelle, non pas seulement étant visible, mais que je sois un maillon important dans ce que je fais, ou dans ce que j'ai choisi de faire, ça va résoudre beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc j'avais ce besoin d'exister, oui. Ce besoin d'être là où je suis. D'être là où je suis, parce que, étant là où je suis, ma mère, elle est toute fière quand elle se balade dans la rue. Tu vois, et mon père, je sais que, ouais, il est fier, tu vois, là où il est, tu vois. Et les gens sont fiers de dire, ah, mais c'est le fils d'eux. Alors qu'il y a quelques années, tu vois, on n'a pas envie de s'approcher de ces gens-là, tu vois. Et il y a des paroles bibliques qui parlent de dîner à la table des rois. Aujourd'hui, je dîne à la table des rois, tu vois. Et c'est pas moi que je dîne pas seul, il y a mon père qui est à côté, qui tient la fourchette aussi, tu vois. C'est ça, quand je dis il y avait madame le Premier ministre qui était là, pour moi, c'est la deuxième plus haute autorité du pays, qui est venue voir mon film, qui a tendu la main à ma mère, tu vois. Et ça, dans ma famille, personne ne l'a fait. Et j'avais ce besoin d'exister, ouais. C'est bien de le reconnaître, c'est bien de... Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à ta maman? Que je l'aime. Non, mais sérieusement, je t'aime et je regrette pas de ne pas t'avoir connu plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, je fais en sorte de reconstruire tout ça. Et oui, te donner tout l'amour dont tu as toujours dit, voilà, que tu as toujours souhaité avoir, en fait, que tes enfants t'apportent. Donc, ouais, maman, je t'aime. Oh, c'est beau. Ouais. Aux personnes qui nous écoutent, qui se sentent peut-être abandonnées par leurs parents, dont les parents sont partis, et qui n'ont peut-être pas la chance actuellement d'avoir vu ou de voir ce parent-là ou ces parents-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Ils sont avec vous tous les jours. Hein. C'est-à-dire, pour moi, pensez tout le bien d'eux, gardez le positif, ou sinon l'image la plus positive que vous pouvez vous faire dans votre intérieur par rapport à eux, gardez-les, chérissez-la, quoi. Nos parents font des erreurs, ils en ont fait. Ils sont partis en laissant des erreurs derrière eux. C'est pour être de meilleurs parents demain, je pense qu'il faut apprendre à leur pardonner et à garder le plus beau de ce qu'ils ont essayé de nous offrir. Merci beaucoup. Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu aimerais dire à ton père? Parce que chez nous, en pays Bamileke, à l'ouest du Cameroun, on dit que les morts ne sont pas morts, ils vivent parmi nous. Qu'est-ce que tu dirais donc? Merci. Merci. Parce qu'il y a 15 ans, j'ai pas compris ce que tu faisais. J'ai pas compris pourquoi tu avais appelé ce matin-là et tu as décidé que je rentre au Togo. Et je pense que mon père, il a été un visionnaire. Tu vois. Et j'ai envie de lui dire merci. Écoute, merci beaucoup. Merci Julio pour ce moment pour ce beau moment rempli d'apprentissage, rempli de... Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance en fait.
dans cet épisode, donc merci. Parce que tu es une personnalité, on va profiter. Où pouvons-nous te retrouver, suivre ton actualité? Sur mes différents comptes sociaux, notamment Instagram et Facebook, mais je suis beaucoup sur Instagram. Et bientôt, mon site internet sera disponible. Donc, julioteco.com, comme ça on dit. Donc voilà, bientôt mon site internet sera disponible. Et pour l'instant, regardez les séries télé sur les chaînes qui existent. Je ne vais pas faire de pub à qui que ce soit. C'est clair. Mais voilà, sur Instagram et Facebook et Twitter principalement. Merci beaucoup, Julio. Merci à toi. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit en compagnie de Julio Teco. J'espère que son histoire, ses expériences, ses mots vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie, dans votre quotidien. Et que si vous avez des interrogations au sujet assez similaires au sien, au regard de son expérience, vous allez vous en sortir grandi après cet épisode. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram, notre compte Twitter, ou en utilisant tout simplement le hashtag sur tous les réseaux sociaux, Si Maman m'avait dit. Je remercie encore, une fois de plus, nos partenaires, Spotify et Omincard, et je vous donne rendez-vous d'ici là je voulais vous dire dans 2 semaines, mais peut-être la semaine prochaine parce qu'on est quand même pas mal en retard. Au revoir et puis à bientôt.